pouvez le voir, Marie-Christine Barrault et Michel Mambara sont toujours sur notre plateau. Je vais vous présenter maintenant quelqu'un qui s'appelle Jean-Claude Guilbeault, qui est essayiste, qui réfléchit à des questions comme l'homme réduit à l'animal, l'homme réduit à la machine, l'homme réduit à ses organes, l'homme en voie de disparition. Jean-Claude Guilbeault, bonjour. Bonjour. J'aimerais vous présenter. Alors, vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, vous avez été un jour grand reporter. Enfin, un jour, 20 ans. Pendant 20 ans, c'est quand même pas mal. Vous écrivez toujours pour le Nouvel Observateur. Absolument. Vous publiez des essais qui sont très bien accueillis. Vous avez reçu pour La tyrannie du plaisir, vous aviez reçu le prix Renaudot. Et pour cet essai, Le principe d'humanité, que vous venez présenter ce soir, on vous remettra dans quelques jours le Grand Prix européen de l'essai. Oui, c'est un essai qui est très, très bien accueilli. C'est une grande joie, en effet. C'est une grande fierté d'avoir ça. Et quand vous avez écrit ce livre-là, évidemment, les événements du 11 septembre n'étaient pas arrivés encore. Oui, bien sûr. Oui. Hein? Et les questions que vous posez sont encore plus, je dirais, plus actuelles, plus criantes et peut-être plus dramatisées un peu. Oh, disons, vous savez, je crois que quand on a passé, comme moi, 20 ans à faire du reportage, et surtout du reportage de guerre, dans la tragédie, en fait, dans les catastrophes, un reporter dans un journal, c'est ce qu'on appelle le préposé aux catastrophes. Et ça vous change quand même pendant 20 ans. Et peut-être qu'on est un peu plus sensible que ses copains qui ont fait un autre métier, au risque de retomber dans la barbarie. On est un peu comme ça aux aguets. On est peut-être plus tourmenté, plus attentif aux risques qui courent comme ça dans une société, de toujours régresser vers des choses affreuses. Parce que j'ai vu quantité de fois des sociétés qui avaient l'air policées, qui avaient l'air comme ça développées. Je pense à l'Iran, je pense au Liban, basculer comme ça en quelques mois dans la pire des sauvageries, et j'ai toujours su que nous n'étions jamais à l'abri de cela. Ouais. Alors, en effet, c'est peut-être pour ça que je me suis assez intéressé depuis longtemps aux questions un peu fondamentales, oui. Ouais. L'homme est-il en voie de disparition? En fait, c'est le thème d'une conférence que vous avez prononcée cette semaine. Oui, à Québec, avant-hier. Si vous voulez, c'est pas une phrase tellement provocante quand on l'explique en 2 ou 3 minutes, je vais essayer de vous dire ce que ça veut dire. Il se passe quelque chose d'incroyable en ce moment. C'est qu'on n'a jamais autant défendu les droits de l'homme, on n'a jamais autant voulu condamner le crime contre l'humanité. Donc tout ça, c'est très bien, c'est formidable. Mais dans le même temps, dans notre dos, si j'ose dire, pendant qu'on fait ça, dans notre dos, on est en train de déconstruire la définition de l'homme. C'est-à-dire que plus personne, si ça continue, ne sera capable de définir ce qu'est un homme. Je m'explique. Il y a des gens, des savants maintenant, qui vous expliquent qu'au fond, il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Il y en a d'autres qui vous disent que le cerveau humain, c'est comme un ordinateur, qu'il n'y a pas de différence. Il se passe à notre insu, parce que c'est dans des domaines scientifiques assez compliqués, qui travaillent d'ailleurs chacun séparément, il se passe à notre insu ce que je pourrais appeler une douce catastrophe, ou un espèce d'effondrement, d'effritement, qui un jour risque de nous prendre par surprise et nous réserver de très mauvaises surprises. Oui. Par exemple? Par exemple, vous voulez que je vous donne un exemple? Oui, oui. Parce que vous dites qu'il y a des gens quand même, par exemple, par rapport à des attentats aux États-Unis, il y a des gens qui les avaient un peu vus venir et qu'on ne les avait pas assez écoutés. Oui, mais alors, il y a le terrorisme, et puis il y a le terrorisme. Et ça, c'est une forme de barbarie que nous savons combattre. Enfin, que nous... Bon, mais il y a une autre forme de barbarie plus insidieuse, parce qu'elle se cache quelquefois derrière le masque de la science, de la compétence, etc. Prenez un exemple. Je vous prends un exemple. Un grand savant d'aujourd'hui, le prix Nobel de biologie, Francis Crick, qui a été l'inventeur, au fond, de la génétique, de la révolution génétique. Vous savez ce que Francis Crick est capable de dire, emporté comme ça par son scientisme dans un colloque? Il est capable de dire « Moi, je voudrais que l'on soumette chaque nouveau-né à un test génétique avant de décider s'il est ou non un humain. » Autrement dit, dans quantité de domaines comme ça, dans cette espèce de mécanique de la technoscience gouvernée par la course au profit, cette espèce de mécanique folle où apparaissent des savants fous, et qu'on n'ose plus critiquer parce qu'ils sont prix Nobel, etc., se disent des énormités, et des énormités qui nous renvoient 60 ans en arrière, et il faut se réveiller. Il ne s'agit pas de pleurnicher en étant catastrophiste, il faut être résolu et ne pas accepter ça. Voilà. Oui. Alors vous, à travers toutes vos fonctions, je bifurque un peu, mais en France, vous êtes un homme public, hein, vous êtes quand même assez connu, vous êtes assez présent à la télé. Oui. Bon, en écrivant dans Le Nouvel Homme, quand même, c'est une présence. Il y a même Michel Houellebecq qui comment
pourrais-je dire? Non, je m'entends bien avec lui. Oui, mais dans son fameux roman, la si controversée Plateforme, il vous nomme, ou en tout cas, il vous désigne. Hein? Oui. Il vous désigne comme un humaniste de gauche. Oui, ça me convient tout à fait. Vous n'aviez pas envie de faire une chicane avec lui, là? Non, non, je lui ai dit d'ailleurs à une émission de télévision, je lui ai dit, tu m'appelles humaniste de gauche, ben, ça tombe très bien, parce que c'est vrai. Ouais. Alors vous prenez le chapeau et ça vous va. Ah, ça me va très bien. Surtout qu'en plus, il me mettait dans le même sac que Françoise Giroud. Moi, ça me va comme compagnie. Il n'y a pas de problème. Bon, Il n'y a pas de problème. Et la télévision, justement, comme outil pour répandre une pensée, hein, quand même, ces livres-là demandent une certaine patience pour les écrire, une certaine patience pour les lire. Les concepts sont bien développés. Qu'est-ce que vous en pensez de la télévision? Je veux dire, j'aurais jamais osé écrire ces livres et aller en parler à la télévision si je n'avais pas été encouragé par deux personnes avec qui sont deux grands philosophes, Edgar Morin et Michel Serres, ouais. qui sont deux amis, plus âgés que moi, d'une autre génération, qui, il y a déjà plus de 10 ans, m'ont dit « Jean-Claude, tu as un boulot à faire ». Que nous ne pouvons pas faire à ta place, parce que nous, on est étiquetés comme philosophes, comme sociologues. Tu as un boulot à faire, c'est de relier entre elles les différentes connaissances. Tu as à faire communiquer les savoirs entre eux, et tu as à rendre accessible au grand public des débats fondamentaux qui, malheureusement, sont cantonnés le plus souvent au silence des laboratoires ou des universités, alors que, en réalité, ils concernent tous les citoyens. Alors, il y a 10 ans, j'ai pris Michel Serres au mot et j'essaie de faire le job, comme on dit. Oui, et vous trouvez que c'est efficace comme pour rejoindre les gens, pour avoir un impact? Ça serait présomptueux de ma part de dire que c'est efficace. J'en sais rien. J'espère que oui. Et je suis en tout cas frappé de voir à quel point les gens, notamment les étudiants, parce qu'on me demande beaucoup d'aller faire des conférences à Normal Sup, dans les universités, dès qu'on explique clairement les choses, dès qu'on explique clairement quels sont les enjeux, et qu'il s'agit de se bagarrer, les étudiants répondent toujours présents, oui. Et qu'ils sont assez facilement mobilisés et passionnés. Oui. Alors, pessimisme total. Le clonage va prendre des proportions énormes. Il y a des gens qui vont être parqués dans des endroits à qui on ira arracher des organes pour remplacer ceux de gens plus riches qu'eux. Et puis, on va tous être morts d'une bactérie quelconque d'ici 4 ans. Il ne faut surtout pas être pessimiste. Hein? Il ne faut surtout pas être pessimiste. Pardonnez-moi, non, mais j'aime bien cette phrase de Jean... On a un grand homme politique qui est mort depuis longtemps, qui s'appelle Jean Monnet, chez nous, qui est le bâtisseur de l'Europe. Le projet Europe, c'est Jean Monnet. Et Jean Monnet, il avait coutume de dire une phrase que j'aime bien. Quand on lui demandait s'il était pessimiste ou optimiste, c'était pas dans la guerre froide. Hein. C'est ça, il faut être déterminé. Voilà, exactement. Et bien, voyez, vous le savez, je l'avais dit à votre... Allez-y. Et bien, c'est ça. Ouais. C'est idiot d'être pessimiste en disant tout est catastrophique. Ouais. Mais le bioterrorisme, là, c'est quand même à la porte. Oui, mais et vous croyez que la guerre de 14, c'était pas dangereux? Est-ce que vous croyez que la Shoah, que les camps, est-ce que vous croyez que la guerre nucléaire, c'était pas menaçant? On est tellement plus sophistiqués. Chaque époque, cette fameuse science-là dont vous vous méfiez, elle était quand même allée un peu plus loin, non? Chaque époque affronte ses dangers particuliers. Et face à ces dangers, il y a des collabos et des gens qui ont envie de résister. Donc moi, j'invite les gens à être plutôt résistants. Vous parlez de pessimisme, mais quand c'est tout le monde, il y a des gens, il y a de la bouffe pour nourrir tout le monde, puis on ne nourrit pas les gens, on parle de clonage, alors que ceux qui sont déjà là, on s'en occupe pas. Eh bien, vous avez raison. Et vous avez parlé des prix Nobel qu'on donne, les contradictions. Kofi Annan, qui est secrétaire général de l'ONU, on lui a donné le prix Nobel de la paix, alors que, justement, au Rwanda, les gens sont entretués, puis il a dit, on va laisser ça faire. Bien sûr. Le général Dallaire a dit, il y a quelque chose qui se passe, on va laisser ça faire. Mais tu sais, il y a bien plus grave que ça. Quand les laboratoires pharmaceutiques qui courent derrière le profit sont capables de mettre au point des trithérapies pour empêcher les gens qui ont le sida de mourir, mais qu'il y a des millions de gens en Afrique qui risquent de mourir en Afrique ou au Brésil et qu'ils ne peuvent pas acheter ces médicaments parce qu'ils sont trop chers pour les pays de l'hémisphère sud. C'est-à-dire que quand la logique du commerce l'emporte sur la logique de la vie, c'est un scandale. Mais je te ferai remarquer que pour ce scandale, des gens se sont levés. Il y a eu des mouvements d'opinion, des mouvements de presse, et les laboratoires ont capitulé. C'est-à-dire que le pire n'est jamais obligatoire. Ah, ok. Donc on peut continuer de se battre. Nom d'une pipe, j'espère bien. Mais par exemple, quand on discute sur les OGM, moi je ne sais pas au Québec si vous discutez beaucoup des OGM, mais il y a un chantage de la part des laboratoires et des sociétés de biotechnologie qui fabriquent les OGM. Il y a un chantage inadmissible. Quand on critique les OGM, on entend répondre « Ah mais les OGM permettraient de nourrir le tiers-monde. Donc tu veux affamer le tiers-monde parce que les OGM, ça permettrait de faire des variétés de maïs qui poussent dans le désert, etc. » C'est une imposture. Nous sommes déjà largement capables de fabriquer assez de semences, assez de grains pour nourrir le monde entier. Ce n'est pas un problème scientifique, c'est un problème de fric. Ouais. C'est un problème de pouvoir, c'est un problème idéologique. Donc il ne faut jamais
me semble-t-il, céder au chantage scientiste. Voilà, je me suis un peu échauffé, alors, je pardonnez-moi. reviens. Alors, votre optimisme, je comprends Michel Mambara, mais votre optimisme, il repose sur quoi? Sur la force de qui? Sur la force de quoi? Sur l'intelligence qui s'exprime comment? Qui s'exprime où? Sur la force des démocraties, sur notre envie d'être debout. Il me semble sur que le mot démocratie, moi, je l'entends à chaque minute maintenant. Sur le fait que dans l'histoire, Ouais. il y a toujours eu des gens qui ont résisté et qui ont entraîné la foule. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'ai vu, c'était au début des années 70, j'ai vu un film qui s'appelait Le chagrin et la pitié. Vous avez peut-être vu le film sur l'occupation en France. Dans ce film, qui était un documentaire sur la collaboration et la résistance pendant l'occupation allemande, dans ce film, à un moment donné, on interviewait deux frères qui étaient des paysans de Puy-de-Dôme, de la région de Clermont-Ferrand, deux frères jumeaux, qui étaient des paysans comme ça. Et ces paysans, ils avaient pris le maquis le jour même de l'invasion allemande. C'est-à-dire le jour même de la débâcle, au moment où il n'y avait absolument aucun espoir de renverser la situation. Et l'auteur du film leur demandait « Mais comment vous avez pu prendre le maquis ?» alors que la France venait d'être battue, c'était une folie de prendre le maquis à ce moment-là, en 1940. Et ils avaient simplement répondu, il y a des moments dans la vie, il faut savoir qu'il faut commencer par dire non. Après, on voit. Ouais. Après, on réfléchit, mais on commence par dire non. Voilà. Alors, si vous voulez, Jean-Claude Guilbault, on s'arrête le temps d'une pause. Au retour de la pause, nous retrouvons et Marie-Christine Barrault et Michel Mambara. Et bien sûr, Jean-Claude Guilbault vient tout de suite. Merci.